messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Nous sommes face à l'actualité ce soir. Libération totale du Burkina Faso, un combat précieux pour tout le peuple burkinabé. C'est dans cette veine que le président Traoré, le capitaine Traoré, a justement déclaré lors du 62e anniversaire de la cession du pays à l'indépendance. Il a déclaré que justement le combat ne se fait que commencer, et cette déclaration assez profonde pour beaucoup de panafricains, beaucoup de géopoliticiens, beaucoup s'interrogent. Comment comprendre, chers téléspectateurs, cette sortie du président Traoré? Est-ce un message clair à l'endroit des Occidentaux? Un autre sujet, chers téléspectateurs, qui suscite une pluie d'interrogations, c'est justement ce sommet États-Unis-Afrique. Pour d'aucuns, il faudrait plutôt parler de sommet États-Unis d'Afrique. Pour d'autres, il s'agit tout simplement les éléments ou alors les points qui sont à l'ordre du jour ne sont que des prétextes qui cachent ou alors qui dissimulent les véritables problématiques qui seront à l'ordre du jour. Et pour ces géopoliticiens, les problématiques, conflit en Ukraine, fin de l'hégémonie occidentale sur les dirigeants africains, sommet États-Unis-Afrique, est-ce tout simplement une opportunité d'intimidation de la part des États-Unis à l'endroit des dirigeants africains, ou alors une occasion de débat franc de la part des dirigeants africains à l'endroit des États-Unis pour un partenariat gagnant-gagnant, ou alors une rupture totale de coopération? Pour en parler, des experts de haut vol. Monsieur Batengene, bonsoir. Bonsoir, Madame Capen. Vous êtes vous-même aussi ravissante que votre prénom Céleste. Et ça montre que le combat panafricaniste ne fait que rayonner par la hauteur de tous ces jeunes Africains qui illuminent de leur beauté dans le combat. Bonsoir à tous nos copanélistes, ces éminents copanélistes qui sont là et que vous allez présenter. Bonsoir à tous les copanélistes en duplex, ceux qui seront dans le Zoom. Nous sommes confiants que leurs contributions, comme toujours, vont être à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Bonsoir également à tous les panafricanistes convaincus, convaincants. Ils sont des milliards, Madame Capen, ils sont des milliards qui nous suivent. Nous en avons eu la confirmation à partir de quelques données qui nous ont été accessibles. Ils sont des milliards qui nous suivent, mais il y a des algorithmes qui visent à bloquer la véritable audience du débat panafricaniste. Nous sommes le média le plus suivi de la planète, on peut le dire aujourd'hui, sans embâche. Bonsoir également à tout le personnel d'Afrique Média, à la direction générale, surtout le PDG, qui a bas un travail d'orfèvre pour que cette chaîne reste debout. Nous lui disons encore beaucoup de courage. Saluons également son directeur de programme, M. Jérôme Ebossama, qui a bas un travail remarquable pour la programmation ici. Et nous saluons particulièrement les forces de sécurité et de défense du Cameroun, qui sont interpellées dans un défi sécuritaire de plus en plus grandissant, avec des phénomènes importés de Côte d'Ivoire, notamment sur le despote dictateur sanguinaire de Côte d'Ivoire d'Abidjan, sur Alassane Dramane Ouattara, le phénomène des microbes. Les autorités sécuritaires de la ville de Douala sont particulièrement interpellées à redoubler d'ardeur pour que ces phénomènes qui arrivent d'ailleurs ne se multiplient pas dans notre cher et beau pays. Il faut arrêter très vite cette gangrène qui est importée des pays qui ne sont pas des exemples. Et justement, quand vous parlez, on va parler tout à l'heure du Burkina, c'est en cela que le Burkina peut être un modèle pour les pays comme le Cameroun également. Nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Puchéry-Ballet, notre mère, notre chérie Coco, elle qui est embastillée par le dictateur despote sanguinaire de Côte d'Ivoire depuis déjà plus de 3 mois. Notre sœur Edith Puchéry-Ballet, pour ceux qui ne le savent pas, est embastillée parce qu'elle a découvert le poteau rose. C'est le mercenariat d'État organisé par le dictateur despote sanguinaire Alassane Dramane Ouattara qui utilise les passeports ivoiriens pour commettre des actes de mercenariat dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Et en l'occurrence, il a utilisé 30 légionnaires français, donc 30 légionnaires de la jeune française, qui sont actuellement aux arrêts à Bamako.
nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Puchéry-Ballet, que le dictateur appelle qu'il soupçonne de complicité avec une puissance étrangère pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Ces accusations sont infondées, elles sont injustifiées et elles n'ont aucune preuve. C'est des allégations mensongères portées par une bande de fonctionnaires corrompus, ingrats, parce que c'est grâce à Edith Puchéry-Ballet qu'ils ont eu une augmentation salariale au mois de juillet. Nous demandons donc sa libération inconditionnelle et sans délai. Edith, courage, courage. Tous les panafricanistes sont avec toi, tous les Africains sont avec toi. Bientôt tu seras libre, comme ton pays, comme ton peuple, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Merci d'être là, Monsieur Jonathan Batengene. Vous êtes sociopolitiste. Un autre invité juste à côté de vous et pas des moindres, Monsieur Passion Parfendon. Bonsoir. Bonsoir, Princesse Capet. Bonsoir à ce jeune loup d'entrée longue, Jonathan Batengene. Bonsoir à son alter ego, n'est-ce pas, sur le plateau, l'homme des stratégies militaires. Je ne veux pas prendre votre place pour dévoiler son identité. Bonsoir à l'ensemble de la grande galaxie panafricaine à travers le monde. Bonsoir à nos valeureux techniciens. Bonsoir à notre diaspora qui ne cesse de nous faire des clins d'œil par le biais des encouragements en nous disant de ne pas lâcher prise. Ils sont bien conscients que tant que la flamme restera allumée ici sur la terre africaine, je crois qu'il y aura de l'espoir pour la continuation de ce combat, de cette lutte que nous avons inauguré au moins dans l'espace Afrique Méda plus d'une décennie déjà. Et nous sommes heureux aujourd'hui de voir que la relève est presque assurée. Sinon, quand on a la qualité n'est-ce pas, de consultants comme ceux que vous avez invités sur ce plateau, on ne peut qu'être heureux et fier en se disant que de toute façon, à Messie tu tombes, un autre sort de l'ombre à ta place, comme disait la chanson, n'est-ce pas, des résistants. Et un bonsoir particulier au monde de la culture africaine, au monde de la culture camerounaise, qui a perdu l'un de ses meilleurs représentants. Je parle de grand, n'est-ce pas, Ikambi Briand, alias Mota Mouya, Mota Cho, que j'ai connu étant jeune garçon au niveau de Bonapluso, aux côtés de Grand Tokota Chantier, où on venait faire des répétitions, et que j'ai connu dans la vie plus tard, quand je suis devenu adulte. Nous avons sympathisé, on a été amis. Je crois que c'est quelque chose qui arrive et qui doit aussi, dans le cadre du combat panafricain, nous indiquer à dire que du point de vue de la révalorisation de notre mémoire historique, il faudrait que les gens comme Camille Briand, qui ont écrit les lettres d'or de la culture musicale camerounaise et africaine, c'est lui qui fait découvrir au monde entier l'Afrique deux autres grandes perles. D'abord la grande Célestella, cette béninoise partie très tôt, mais aussi la grande Angélique Kidjo, qui a commencé dans sa troupe, n'est-ce pas, comme choriste. Donc c'est dire l'immense travail qu'a abattu ce grand Africain, ce grand Camerounais, et je peux vous le dire avec certitude, Ikambi Briand était un panafricain dans l'âme. Vous ne pouvez pas vous imaginer tous les débats et discussions que j'ai eu avec lui, et il était aussi un grand fan d'Afrique Média. C'est vous dire que le travail qu'il a abattu, il n'est pas de monde et il continue. Merci pour cette invitation et le combat continue. C'est moi qui vous remercie d'être là ce soir. Monsieur Passion Parfendon, vous êtes analyste politique mais également panafricaniste. Vous faites bien de souligner cette perte pour la culture camerounaise mais également africaine. Pourquoi pas d'autres mères? Une légende s'en est allée. L'artiste Ikambi Briand a quitté le monde terrestre pour rejoindre le monde céleste. Nous présentons justement toutes nos condoléances à la grande famille attristée, mais également la grande famille artistique. Que voilà, la terre de nos ancêtres lui soit légère. Monsieur Charlie Kenyé, bonsoir. Bonsoir Céleste Capen, bonsoir très appuyé à les éminences grises qui sont autour de moi. Je pense ici à mon grand frère bien-aimé, Passion Parfendon. J'aime souvent le dire, il fait partie de ces hommes-là qui nous ont inspirés dans ce combat. C'est pour moi un honneur à chaque fois de partager un plateau avec lui, parce que ce que les gens semblent parfois ignorer, c'est que c'est à côté de ce genre de personnes qu'on apprend. Et c'est à côté également de ce genre de personnes
qu'on dégage ou alors qu'on aspire la force et l'énergie nécessaires pour pouvoir avancer dans le combat que l'on mène, parce qu'il ne faut jamais qu'on enlève en esprit que c'est un combat. C'est un combat qui a été, ou alors qui a commencé sans nous, qui se fait avec nous, et peut-être qui va se terminer sans nous. Ce qui fait que ceux qui sont les prédécesseurs de ce combat, l'expertise qu'ils ont dans le combat, le vécu qu'ils ont dans le combat, nous oblige à nous, qui justement sont appelés à véritablement poursuivre ce combat, de toujours à un moment aller s'abreuver à cette source-là. C'est aussi ça la sagesse africaine. Donc c'est toujours un honneur pour moi d'être à ses côtés. Je suis très honoré d'être sur ce plateau. Je salue également mon frère et ami Jonathan Batengene. Comme vous le dites si bien, on n'y a plus à discuter de sa verve, de sa qualité. Donc quand vous avez de telles intelligences, la seule question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Parce que véritablement on a tout. Je me suis plus aujourd'hui encore allé regarder les nouvelles inventions des jeunes Africains. Et il y a l'invention d'un jeune Camerounais là qui nous a sorti les moteurs à propulsion thermique. C'est un Camerounais. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc véritablement, je suis très honoré d'être sur ce plateau parce que à travers justement le discours que nous portons ici, nous éveillons beaucoup de nos concitoyens. D'ailleurs, je crois que on ne cesse de recevoir les éloges de ce que nous faisons ici. C'est pas qu'on doit s'en glorifier, mais on a besoin également de ça pour s'armer de courage, pour continuer ce que nous faisons. Donc c'est un honneur, c'est une fierté de venir sur ce plateau et de parler d'une thématique comme celle dont vous avez inscrit à l'ordre du débat. Donc une fois de plus, c'est moi qui vous remercie. Je salue les techniciens par qui nous pouvons émettre de par le monde. Je salue les millions et les milliards, comme Jonathan Batengele le rappelait tout à l'heure, de personnes qui nous suivent, parce qu'Afrique Média, il faut le dire, c'est un peu plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Même si les gens semblent ignorer, il n'y a aucun média à l'heure où je vous parle dans le monde qui fait 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Donc c'est dire la force d'Afrique Média, surtout comparé avec les médias que nous avons en face, ces médias mainstream, ces médias de propagande. Vous voyez que Afrique Média à lui seul quand même arrive à équilibrer la balance face à tous ces grands médias. Quoique Afrique Média n'ait pas le budget dont disposent ces médias-là, ou encore la répartition géographique avec les consultants à l'échelle internationale dont disposent ces médias-là, mais Afrique Média avec le peu, avec la qualité de son panel, avec la qualité, l'ingéniosité de sa ressource, c'est-à-dire que les techniciens, vous, les journalistes et bien sûr le top management, Afrique Média parvient justement à montrer le là du monde, parce qu'Afrique Média également c'est une chaîne humaniste, puisque le panafricanisme est d'abord un humanisme. Et on ne peut qu'également remercier Afrique Média dans son ensemble, depuis les journalistes, les consultants, les analystes que nous sommes, les techniciens, et bien sûr ceux qui à travers les médias continuent à faire vibrer le discours que nous portons ici. On peut qu'être saluté, on peut qu'apprécier ce qui est en train de se faire. Donc une fois de plus, pour ne pas me répéter, c'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites en m'invitant à ce prestigieux débat. Et je profite pour saluer également nos amis apparemment que j'ai vu qui sont sous Zoom. J'ai vu Linda Labawi que je salue promptement avec toute ma fierté et tout mon amour. C'est une aînée, c'est une grande sœur dont j'apprécie aussi beaucoup les analystes. Et mon frère également qui est du côté du Zoom. Et je terminerai pour dire qu'il y a un phénomène qui est observable et qui est en train de prendre un certain envol du côté de Douala. Véritablement, j'interpelle les autorités et les responsables sécuritaires du Cameroun à fêter ce qui est en train de se passer du côté de Douala avec ce phénomène de microbe. Oui, je crois que lors de la dernière réunion de sécurité qui avait été présidée par le ministre de la Défense, Joseph Etiassomo, et le ministre de l'administration territoriale, à laquelle ont assisté tous les commandants de la chaîne de commandement, si vous me permettez la répétition, au niveau des différentes régions du Cameroun. Et je crois que les instructions et les moyens leur avaient été donnés pour justement permettre aux Camerounais de vivre cette fin d'année dans la quiétude et dans la tranquillité. Donc il n'est pas question qu'à en date d'aujourd'hui, nous commencions, alors nous vivions ce que nous sommes en train de vivre de ce côté, du côté de la ville de Douala, où ce phénomène de microbes, ces enfants-là à l'arme blanche traumatisent
toute la population de la ville de Douala et créer la psychose, parce qu'aujourd'hui, les messages fusent de partout, on dit ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont ici, ils sont là-bas. Non, le Cameroun n'a pas besoin de ça. Véritablement, les responsables sécuritaires, les autorités sécuritaires de la ville de Douala, ils ont non seulement les moyens, ils ont la logistique et ils ont le renseignement pour justement annuler et mettre un terme à ce qui est en train de se vivre et de se passer actuellement du côté de la ville de Douala. Messieurs, véritablement, faites votre travail. Et je crois que pour justement, et je termine avec ça, pour justement apporter un plus, parce que il faut rappeler que le Cameroun quand même traverse une situation sociopolitique assez tendue, et avec tout ce que nous vivons aux côtés du front, avec les conditions même de vie des Camerounais, véritablement on n'a pas besoin de ça. Vraiment très cher monsieur, que je connais très bien, vous savez que je suis l'une des rares personnes qui au quotidien démontre, je ne vais pas dire démontre, mais explique de façon simple aux Camerounais le rôle important des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national camerounais. C'est des personnes pour qui j'ai un profond respect, j'ai une très grande estime, et c'est des personnes pour qui je défendrai toujours tant que j'aurai le souffle de vie. Mais il faut dire actuellement que l'heure, monsieur, est au travail. De grâce, levez-vous de vos bureaux, mobilisez vos hommes, faites ce qu'il y a à faire, ramenez la paix et la sécurité dans la ville de Douala. Je crois que ce serait le plus grand cadeau que vous puissiez offrir aux Camerounais. Je vous remercie. L'honneur est le nôtre de vous savoir présent ce soir, ainsi que tous les invités de haute volée dans le cadre de ce programme. Face à l'actualité, vous êtes stratège mais également analyste. Vous avez déjà présenté Madame Linda Labawi. Bonsoir. Activez votre micro. Il est activé. D'accord. Là, on suit. Vous m'entendez? On vous entend, oui. Je salue tout le monde, toute l'équipe d'Afrique Média, et je salue aussi tous nos téléspectateurs. Être là, Madame Linda Labawi, vous êtes analyste politique, mais également spécialiste des questions sécuritaires et toujours en multiplex. Monsieur Achille Queux, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous m'écoutez. Nous vous recevons, Monsieur Achille. Merci. Bonsoir à tout le monde. Ravi de faire partie de ce panel, n'est-ce pas, de personnalités très connues dans le monde, n'est-ce pas, d'Afrique Média et le monde panafricaniste. Moi, je suis à Washington ici, où Washington a revêtu ses plus beaux habits pour mieux appâter, n'est-ce pas, les dirigeants africains sur le plan émotionnel, évidemment, et donc les amener à rester dans le giron américain. Je crois que on va discuter de ça tout à l'heure, mais j'ai visualisé quelques débats ce matin sur YouTube, et j'observe qu'il y a comme une effervescence, et c'est beaucoup plus des personnalités noires, n'est-ce pas, que j'observe dans ces panels. Et excusez-moi. Je vous en prie. Et ensuite, j'aimerais dire un coucou à tout le plateau et tous vos techniciens qui sont à pied d'œuvre en ce moment pour le succès de cette émission. Je vous en prie. Merci. Monsieur Achille, que vous êtes expert en haute finance, mais également écrivain, sans oublier le président directeur général de Washington Valuation Group. Merci d'être là. Alors, monsieur Patient Parfait d'Homme, que je commence par vous. Le combat pour l'indépendance totale a commencé. Tels sont les propos du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Traoré. Et ce combat passe nécessairement par les âmes, mais aussi par les valeurs, les comportements et le redressement de l'économie. Comment expliquer ces déclarations fortes, selon vous, du capitaine Traoré? Mais ces déclarations du président et capitaine Ibrahima Traoré s'inscrivent entre autres d'une analyse concrète, de la réalité concrète qui est celle du Burkina Faso d'aujourd'hui. Le Burkina Faso aujourd'hui, c'est quoi? C'est un pays qui était presque un pays failli, où l'État n'existait quasiment plus, où les groupes djihadistes instrumentalisés par des forces ténébreuses qui ne veulent pas que l'Afrique puisse avoir une quelconque paix relative pour essayer d'aborder les questions, les véritables chantiers de développement économique, social et culturel
de notre espace ont mis en place cette nébuleuse qui ne cesse de semer la désolation et le chaos, surtout dans cette zone dite la zone sahélienne. Il faut aussi dire que le Burkina Faso fait face à un autre grand défi dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est à la fois comment dire ça, insidieux, mais d'une violence hors norme, c'est l'avancée du désert. Le désert avance au niveau du Burkina Faso et vous ne pouvez pas combattre efficacement un phénomène naturel d'une telle violence comme celui-là si vous n'avez pas la possibilité de vaquer normalement à vos occupations. D'autant plus, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où ça fait le plus mal, qu'au niveau de Burkina Faso, on a quand même vu un chercheur endogène, n'est-ce pas, agriculteur de son État, qui a ressuscité des techniques ancestrales, n'est-ce pas, de reboisement des espaces qui ont été occupés par le désert. Imaginons donc que ce pays soit dans des conditions de paix. Je pense qu'on aurait dû implémenter des méthodes à grande échelle pour permettre justement le recul de ce désert, la réintroduction, j'allais dire, le recasement de nouveau des populations qui fuient l'avancée du désert dans ces espaces, et en leur donnant les moyens de pouvoir cultiver le sol pour justement permettre que ce pays soit autosuffisant sur le plan alimentaire. Alors, c'est là où on rentre dans le cœur du problème. Premièrement, nos États ne peuvent pas aller loin si ces États ne sont pas capables d'offrir le minimum vital en termes d'alimentation à leur population. Deuxièmement, nos États ne pourront pas être des États viables si la question de sécurité du point de vue de leur espace, de leur territoire, n'est pas assurée par ces mêmes États. Nos États ne pourront pas aller de l'avant si la question de la maîtrise de ce qu'on appelle le tendon d'Achille, qui est la question monétaire, n'est pas réglée. Je parle bien des questions des États qui sont dans cet espace dit du précaré français. Donc, l'ensemble de ces questions, 1, la question sécuritaire, 2, la question de la souveraineté alimentaire, 3, la question de la souveraineté monétaire pour mettre en mouvement certaines actions économiques de nature à améliorer, à élever le standard de vie des Burkinabés. Effectivement, c'est ça, à mon sens, l'ensemble, l'étalage des préoccupations qui ont été celles du président Ibrahima Traoré. Alors, il a lancé l'initiative des VDP. Je crois que ce sont les volontaires pour la défense de la patrie. Alors, ça c'est le début de l'articulation de quelque chose qui a été aussi, pendant des années, l'une de mes revendications phares. Au Vietnam, le général Diap avait émis le concept de armée de peuple, n'est-ce pas, guerre de peuple. Une guerre ne peut pas être gagnée si le peuple, à un moment donné, ne fait pas chorus, n'est pas intimement lié à son armée. Et pour les Africains que nous sommes, avec le niveau des richesses que nous avons, mais surtout l'attrition du point de vue, j'allais dire, de la prédation internationale vis-à-vis de nos richesses, nous avons l'obligation de recréer un nouveau paradigme sécuritaire. Et ce paradigme sécuritaire ne peut passer que par le fait que tous les Africains doivent être des soldats à la base. Tous, pratiquement. Donc, moi, je suis au-delà de ces volontaires pour que, aujourd'hui en Afrique, on instaure le service militaire obligatoire dès l'âge de 18 ans. Je peux même descendre dès l'âge de 16 ans. Obligatoire. De telle manière que chaque Africain soit à la base un soldat capable de défendre son espace, son territoire, n'est-ce pas, mais surtout l'ensemble des richesses et des citoyens qui y vivent. Quitte à ce qu'après, maintenant, on puisse avoir une année professionnelle pour des tâches professionnelles bien précises, mais que le maniement des armes, la capacité de résister face à un adversaire, comme c'est le cas des djihadistes, ne soit pas seulement une vue d'esprit. Je vois des gens avec des gourdins, je vois des gens avec des machettes. Il faut militariser l'Afrique parce qu'on ne peut pas sortir de cette quadrature de cercle si nous n'avons pas une défense, une restructuration de l'idéologie, j'allais dire, de l'idéologie de la défense africaine, que c'est une défense commune, une défense qui concerne tout le monde, parce que je continue de vous le dire, les autres ont des moyens, de corruption au niveau de nos grands comités d'État, des moyens de diversion, mais surtout de créer des zizanies
à travers des oppositions africaines qu'on appelle vulgairement le tribalisme, la tentative de domestiquer une caste de nos intellectuels en leur faisant miroiter, n'est-ce pas, des avantages mirobolants à l'international, etc., avec des maisons, avec des comptes bancaires à l'étranger, etc., etc. Il faut que, au niveau de l'Afrique, que tout le monde soit concerné par des questions sécuritaires et des questions de développement. Maintenant, et c'est là où ça commence à être intéressant, le président Ibrahima Traoré, il n'est pas seul. D'abord, il a une histoire. C'est pour ça que je parle souvent de la réappropriation de notre histoire. Il n'est pas seul. Avant lui, il a eu un valeureux prédécesseur, à la personne du grand Thomas Sankara. Je crois qu'il s'inspire de la politique de Thomas Sankara, au vu des difficultés qu'il a eu à mettre en exergue à partir de l'analyse qu'il a fait de la station. Il a fait un déplacement lui-même sur le terrain. Il allait à l'intérieur et au front. Deux choses l'ont marqué. La première chose, c'est le niveau de paupérisation, de misère quasiment endémique des populations qui sont dans cette région. Et la deuxième chose, et c'est ça qui constitue le hiatus, le schisme, c'est pour certaines élites qui sont au niveau de Ouaga, l'insouciance qui les caractérise, au point où on a l'impression que nous sommes dans deux pays différents, nous sommes dans deux réalités différentes, et ça l'a fortement marqué. Et l'une des décisions phares d'ailleurs qu'il a prise, c'est de dire, je suis capitaine, je conserve ma solde de capitaine, sans plus ni moins. Alors, et il a tenu un discours en disant, faites attention, vous qui êtes dans la capitale, vous qui êtes, n'est-ce pas, à l'abri de cette peur, j'allais dire consubstantielle, de l'existence de ces gens dans ces régions-là. Parce que là-bas où je viens, ce que j'ai vu, les gens se nourrissent de feuilles d'arbres, les gens se nourrissent de racines d'arbres, parce que les conditions d'existence sont tellement difficiles que même le terme survie n'a plus sa place par rapport à ces populations. Et c'est là où l'interrogation séculaire qui revient sur Afrique Média prend aussi toute sa place. Mais quel est ce continent? Avec ce taux de terre arabe qu'on nous dit, on parle de plus de 108% de terre arabe, donc là on peut cultiver et produire énormément à manger pour nourrir toute l'Afrique et même nourrir le reste du monde. Mais comment est-ce possible que ce soit dans cet espace qu'on soit incapable de nourrir nous-mêmes nos propres compatriotes? Comment est-ce possible? Nous sommes déjà, je crois, 1,5 milliard d'habitants, que ce soit dans cet espace-là, que nous soyons encore obligés à sous-traiter la sécurité des hommes et des biens, n'est-ce pas, de notre espace, à des tiers qui ont été hier des maîtres coloniaux et dont on n'a pas vu les dividendes de leur présence sur notre sol depuis des décennies. Comment est-ce possible que dans un pays qui a connu une économie forte, des civilisations modernes de premier plan, dans ce grand ensemble qui était le Soudan, l'ancien Soudan, avec des échanges économiques à tous les niveaux, qu'on en soit encore à avoir des vecteurs, n'est-ce pas, de création de la richesse par le biais de la monnaie, qui soit encore, j'allais dire, la propriété privée de l'ancien maître colonial. Et toutes ces questions-là, je pense qu'il est en train de procéder par graduellement, ont permis au président Ibrahima Traoré de prendre un certain nombre de décisions. Et ces décisions vont en droite ligne de ce que Afrique Média appelle toujours, et moi, c'est comment on dit ça, c'est au-delà de la question du contentieux historique, c'est l'un de mes chevaux de bataille. Je dis, il faut l'unité politique de notre continent. Il faut l'unité tout de suite. Il faut au moins des unités sous-régionales. Les pays comme le Mali, le Burkina, la Guinée, aujourd'hui ont presque les mêmes réalités. Donc, qu'attendons-nous pour que ces pays-là au moins se mettent ensemble en attendant que les Ouattara se réveillent ou bien qu'ils soient dégagés par les dynamiques de l'histoire. Mais il faut rapidement que nous accélérons le processus d'unité, que ce soit par le biais des fédérations, des confédérations. D'abord, on peut commencer par des entités sous-régionales avant de penser notre continent de manière globale. Mais il faut qu'on hâte, n'est-ce pas, l'avènement de ce paradigme-là. Parce que sinon, je ne vois pas comment un seul pays, aucun de nos pays ne peut s'en sortir seul. Ça va être très compliqué. Donc je crois que le capitaine est sur la bonne voie. Il commence à poser les jalons, c'est-à-dire les prérequis de cette fondation-là, et qui, avec cette tendance douce que constitue cette dynamique qui est née en Centrafrique, au Mali, en Guinée, mais surtout, qui est la chose la mieux partagée de l'ensemble
du corps social et surtout de la jeunesse africaine aujourd'hui qui ne veut rien d'autre que la reconquête de sa souveraineté. Le premier pas, nous lui souhaitons beaucoup de courage, nous lui disons qu'il a tout notre soutien et nous espérons que on ne va pas rentrer dans des espèces d'effets d'annonce comme ce fut le cas avec Damiba, mais que c'était une pensée profonde. Je l'ai écouté, il a dit je ne fais pas de discours, c'est une annonce que je fais à mon peuple. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je sens qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui est en train de se produire en termes de mutation profonde, non seulement du point par rapport à l'individu qu'il est, mais surtout par rapport à l'ensemble, n'est-ce pas, de la classe sociale, j'allais dire, du peuple burkinabé, qui en a marre d'être traité moins qu'un paillasson et qui a décidé de renouer avec la grande, comment dire ça, la longue marche qui a été initiée par Thomas Sankara. Ils vont reprendre la marche là où elle s'est arrêtée pour continuer à être ce flambeau, ce phare de l'Afrique qui n'aurait jamais cessé d'être avec cet épisode, j'allais dire, qu'on va rapidement refermer, n'est-ce pas, qu'a été la présidence du régime Compaoré avec les excroissances qu'on a connues jusqu'au niveau de Damiba. Donc voilà, à mon sens, le fait que ce jeune a fait une analyse concrète, la situation concrète, il est en train de prendre des décisions de nature à donner la possibilité aux Africains de pouvoir rêver, parce que surtout de rêver grand à travers un certain nombre des initiatives, autant pour moi, qui viennent d'être prises par lui. Donc félicitations et bravo mon capitaine, vous avez notre soutien. Nous attendons d'autres décisions fortes qui vont nous conforter qu'effectivement, vous êtes la réincarnation de Sankara. L'Afrique en a besoin, le Burkina Faso en a besoin, le monde en a besoin, dans le cadre, n'est-ce pas, de cette grande mouvance de la création d'un monde multipolaire dont tous les peuples avides de paix, de liberté, mais surtout de souveraineté ont grand besoin aujourd'hui. Merci pour cette intervention, M. Kenyé. La sortie du capitaine Traoré fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup s'interrogent même quant à la profondeur des différentes assertions de la part du président de la transition du Burkina Faso. L'indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées, parce que nos mains sont liées. Cette sortie, selon vous, était le message clair à l'endroit des Occidentaux? Bien sûr, je crois que le président a justement utilisé un langage propre aux militaires. C'est-à-dire que le militaire, l'homme en tenue, lui dit les choses comme il les sent. C'est différent du langage diplomatique auquel nous avait habitué M. Damiba, si vous vous souvenez très bien. C'est-à-dire qu'on avait comme l'impression que son prédécesseur Damiba était dans une campagne politique ou alors dans une volonté de résoudre un problème externe, un problème interne, plutôt que de véritablement s'attaquer à la racine du problème qui également a des relents externes. Donc, lorsqu'on voit ce capitaine parler, ce président parler, on comprend très bien qu'il est dans le vrai. D'ailleurs, je crois que c'est sur ce plateau même dont j'évoquais la question du leadership militaire, qui est l'un des éléments fondamentaux qui détermine l'issue d'une guerre. Puisque nous sommes là dans une guerre d'indépendance et une guerre d'affirmation. On voit très bien comment, du temps du président Horma Christian Kaboré, comme du temps de Damiba, les VDP dont il a fait allusion avaient du mal à fonctionner. C'est-à-dire que, véritablement, ces VDP, comme l'armée burkinabé, essuyaient des défaites en un point fini sur le terrain. Mais depuis que ce jeune homme a pris les rênes du pays, on a vu la mobilité autour de sa personne. On a vu le dynamisme autour de sa personne. D'ailleurs, lui-même, personnellement, à maintes reprises, s'est rendu dans le front pour justement inspecter et voir le besoin, que ce soit avec les VDP ou même encore avec les forces armées burkinabées, pour justement rentrer afin de mieux appréhender la situation. Rappelons que le Burkina Faso, aujourd'hui, les autorités de Ouaga contrôle un peu plus de 60% du territoire. C'est-à-dire que vous avez une grande partie du territoire aujourd'hui qui est contrôlée qui est entre les mains des djihadistes. Donc ça fait que
nous avons là véritablement le discours d'un chef d'État qui est au cœur de la situation, qui est dans le vrai, mais qui véritablement comprend les réalités et les priorités de son pays. Parce que je tiens à vous rappeler qu'il y a de cela quelques semaines, la chargée d'affaires des États-Unis au Burkina Faso, à la personne de Corina Sanders, faisait savoir au Premier ministre burkinabé qu'il était urgent de respecter les institutions et donc d'organiser des élections. C'est-à-dire que voilà un pays qui est menacé du terrorisme, qui peine à restaurer l'intégrité de son territoire, dont les populations et les biens sont en permanence menacés par des forces obscurantistes. Mais on se plaît à demander à ce pays d'organiser des élections, au mépris des priorités et des réalités du pays. Donc, quand il parle de combat pour l'indépendance totale, et vous l'avez si bien dit, il s'adresse également à cette communauté internationale qui semble parfois définir leur agenda, ou alors qui semble parfois définir le monde sous le prisme de leurs agendas sans véritablement tenir compte des réalités africaines. Et alors, comment affirmer donc ce combat pour l'indépendance dont parle le président? Pour moi, personnellement, il faut d'abord rompre avec les accords de coopération qui lient le Burkina Faso avec la France. Parce que ces rapports, dans pratiquement tous les pays africains, et principalement les pays de la sous-région Afrique de l'Ouest, sont sensiblement la même chose. C'est-à-dire que vous verrez là, et je crois que je l'avais rappelé ici à suffit sur le cas malien, qui est véritablement observable du côté du Burkina Faso, où on vous fait savoir que les forces armées de ces pays-là ne sauraient acquérir du matériel militaire ou alors du matériel stratégique sans le consentement préalable de la France. On vous fait savoir qu'à chaque fois que ces pays seraient attaqués, la France officiellement devra entrer en guerre pour justement soutenir ces pays. On l'a vu avec le Cameroun, au cœur de la guerre que nous avons menée contre le conflit de Bakassi, où le Cameroun avait sollicité l'aide de la France. La France leur a répondu, la France nous a répondu clairement que c'est un conflit camerouno-nigérien et elle n'a pas à mettre sa bouche dedans, tout simplement parce qu'elle lorgnait le pétrole du côté du Nigeria avec ses multinationales. Donc vous voyez que nous sommes là en face d'une puissance qui ne respecte même pas ses engagements. Et pourtant, lorsque ces engagements ont été pris, nulle part les Africains ont été concernés, parce qu'il faut rappeler également que ces accords de coopération ont été signés entre la France et la France. C'est-à-dire que véritablement, ce n'étaient pas les Africains qui ont pris part à cette réflexion-là. Donc, vous avez signé un truc avec vous-même, mais même pour les appliquer, vous peinez à les appliquer. Donc, vous comprenez très bien qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que le Burkina Faso continue de rester dans ces accords de coopération qui en réalité ne reflètent pas la volonté des peuples burkinabés et qui ne parvient pas ou alors ne saurait apporter de réponse aux problèmes dont vit le Burkina Faso actuellement. Il faut sortir de ça, ces accords de coopération, notamment qui n'aident pas. Il faut diversifier ces partenariats stratégiques et économiques. Et c'est là où on salue le voyage secret du Premier ministre Apollinaire de Tembela, qui justement s'en est allé du côté de Moscou. Et quand on voit le discours qui avait été porté par celui-ci en novembre dernier, je parle du Premier ministre, et quand on suit le discours qui est porté aujourd'hui par le président de la transition, qui définit clairement les priorités de son pays, qui sont d'abord d'ordre sécuritaire, ensuite d'ordre alimentaire, on comprend très bien que ce que le Premier ministre est allé faire du côté de Russie entre justement dans le cadre de pouvoir répondre à ces différentes préoccupations, c'est-à-dire d'ordre sécuritaire et ensuite d'ordre alimentaire. C'est très triste de voir un pays comme celui-là. Du temps du capitaine Thomas Sankara, le Burkina Faso avait pratiquement atteint l'autosuffisance alimentaire et voir ce pays aujourd'hui sombrer dans le néant comme c'est le cas actuel. Donc, la diversification de ces partenariats stratégiques sont une nécessité aujourd'hui pour le Burkina Faso pour justement sortir la tête de l'eau. Il faut appeler tout partenaire sérieux qui est prêt à fournir les efforts ou alors à assister le Burkina Faso justement dans cette quête de souveraineté de nature à premièrement restaurer l'intégrité du territoire national et deuxièmement sécuriser les biens et les personnes à l'intérieur de son territoire. Et je crois que quand on voit l'expérience malienne, quand on voit l'expérience centrafricaine, on comprend très bien que l'histoire donne raison aujourd'hui au choix qui a été porté par la Russie, par les autorités de la transition burkinabé, de véritablement appeler ce pays-là à les aider, j'aime pas trop ce mot, mais justement les accompagner dans ce processus
de souveraineté et d'indépendance totale. Quoique ça ne viendra pas forcément de la Russie, mais nous sommes là dans le cadre des priorités. On s'arrange d'abord à résoudre les priorités. On reviendra après discuter des généralités. Surtout que, j'aime souvent le dire, on ne contrôle pas ou alors on ne construit pas une maison en commençant par la charpente. Lorsqu'on veut construire une maison, on commence par la fondation. Et nous connaissons très bien les problèmes de l'Afrique. Justement, pour advenir à cette indépendance totale. Je crois que le grand frère, patient parfum d'homme le rappelait à suffit. Il parlait justement de résoudre les problèmes alimentaires, de résoudre les problèmes de sécurité et véritablement de s'attaquer aux problèmes monétaires. Donc voilà ça. Mais pour l'instant, la priorité là, elle est d'ordre sécuritaire et quiconque justement, dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant, serait prêt à apporter un soutien au Burkina Faso de nature à véritablement résoudre ce problème, sera la bienvenue, doit être la bienvenue et je crois que les autorités de la transition s'inscrivent justement dans cette logique-là. Il faut également une communication de masse avec le peuple burkinabé parce qu'on a tendance à négliger ça. L'une des réussites de la transition malienne aujourd'hui vient du fait que les autorités maliennes en permanence n'ont cessé de changer et de discuter, de communiquer avec le peuple. Parce que c'est un combat qui engage le peuple. Ce n'est pas un combat des autorités de la transition. C'est le combat du peuple. Donc il faut aujourd'hui s'inspirer de l'exemple malien pour que les autorités de la transition burkinabé en permanence communiquent avec le peuple burkinabé, avec les acteurs politiques, avec la société civile. C'est eux qui doivent apporter le message du combat auprès des chaumières, des populations burkinabées pour qu'une veille permanente s'installe autour de ces autorités-là. C'est important, il faut communiquer, il faut beaucoup échanger avec le peuple, il faut les expliquer les priorités, il faut les expliquer les enjeux. Au-delà du jeu qui pendant beaucoup d'années a été vendu par la communauté internationale à travers les médias mensongers dans ces pays-là, RFI et le groupe France Monde, d'ailleurs dont on salue l'initiative des autorités burkinabées qui ont décidé de fermer ces médias-là. Donc il faut communiquer, il faut une communication de proximité avec le peuple burkinabé, il faut une communication de proximité avec un certain nombre d'élites et des forces vives de la nation de nature à véritablement les amener à prendre conscience du combat et à faire de ça leur chose, si je peux le dire ainsi. Ça doit être le combat de tout le monde, de tous les acteurs de la société civile, de tous les hommes politiques burkinabés pour que justement le peuple s'en inspire, le peuple justement se sert de ça pour amener à bien le combat qui est porté par les autorités de la transition. Et enfin, il faut mutualiser les forces. C'est-à-dire que vous ne le vouliez pas, le problème qui sévit au Mali aujourd'hui, c'est le même problème qui est visible au Burkina Faso, c'est le même problème qui est présent au Niger, c'est le même problème qui est présent du côté de la Guinée-Conakry, c'est même le même problème qui est présent du côté du Nigeria. C'est-à-dire que à une menace commune, il faut une riposte commune. C'est-à-dire que la riposte aujourd'hui doit être globale, elle doit être encadrée et elle doit tenir compte justement des autres pays parce que c'est pratiquement le même problème que subissent ces régions-là. Donc il faut une mutualisation des forces. C'est en ça également dont on salue l'initiative de fédération qui est actuellement entre le Mali et le Burkina Faso dans le cadre des opérations militaires parce que depuis un certain temps aujourd'hui on voit très bien les forces de défense maliennes aux côtés des forces burkinabées surtout dans la région des trois frontières. On les voit en collaboration, on les voit sur le théâtre des opérations et on voit bien comment les opérations ou alors cette fédération, cette alliance militaire est en train de porter les fruits sur le terrain. C'est à saluer. C'est des initiatives qu'il faut justement élargir même aux autres pays comme la Guinée-Conakry et peut-être dans les jours à venir le Niger. Donc c'est des éléments sur lesquels les autorités de la transition doivent travailler de nature à véritablement porter le combat à sa finition, c'est-à-dire que véritablement restaurer l'intégrité du territoire national, résoudre les problèmes de sécurité des biens et des personnes et enfin apporter une certaine sécurité alimentaire au pays. Mais pour chuter, je crois qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils sachent qu'ils ont tout le soutien des panafricanistes. Nous sommes à leur côté et leur combat, comme je disais tantôt, est le nôtre parce qu'également leur réussite et la victoire de ce combat serait également la nôtre. Merci pour votre première intervention, Monsieur Charles Kenyé. Monsieur Achille Eke, quels défis économiques attendent justement le Burkina Faso
Monsieur Achille, que vous avez la parole. Quels sont les défis économiques qui attendent justement le Burkina Faso après ce combat qui a été, qui a démarré, on va le dire, ou qui a commencé pour la libération totale du pays? Alors, le temps de permettre à Monsieur Achille que justement d'assurer une bonne liaison avec nous au regard de quelques soucis techniques. Madame Linda Labaoui, la question également vous est posée. Quels sont les défis économiques? Parce que vous le savez si bien, le président Traoré a souligné la question même du redressement de l'économie du pays. Et selon vous, donc, quels défis sur le plan de la géopolitique, la géoéconomie autant pour moi, qui attendent justement cet État africain-là? Ce n'est pas propre au Burkina Faso, mais actuellement, il y a la bagarre de toutes les grandes puissances pour venir investir en Afrique. Le Burkina peut tirer son épingle du jeu de cette bataille. Il peut très très bien s'en sortir parce que le Burkina possède quand même des richesses. Il faut pas, le Burkina, c'est pas une terre sans rien. C'est tout le contraire. Partout où il y a des conflits, partout où on a créé ce terrorisme, ces batailles armées, partout où il y a ce phénomène, c'est qu'il y a des richesses, il y a un intérêt. Ce n'est pas par hasard si le Burkina est dans cet état aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, il y a bien quelqu'un, ça profite bien à quelqu'un. Donc, Monsieur Traoré l'a compris, il l'a très bien compris. Il lance un message à son peuple. Longtemps, quand j'ai parlé du problème du Mali, je disais une chose. Tant que les Maliens restent derrière leur armée et leur armée reste derrière le gouvernement qui a été mis en place, ils pourront s'en sortir. Il n'y aura ni l'OTAN, ni... il y a bien sûr des difficultés, mais ils pourront s'en sortir. C'est le même message que monsieur Traoré a voulu passer à son peuple. Ce n'est pas le combat de l'armée malienne, de burkinabé, ce n'est pas le combat d'un homme, c'est le combat de tout un peuple. C'est un peuple qui doit se libérer, et c'est un peuple qui doit réunir ses forces. Bien sûr que l'argent est important, nourrir ses enfants c'est important, mais il y a bien des exemples dans l'histoire de gens qui ont démarré de rien, de pays qui ont démarré de rien. Il y a bien des exemples. Je disais aussi à nos frères maliens, et je dis la même chose aussi à la communauté du Burkina Faso, je disais, prenez l'exemple de ce qui s'est passé partout dans le monde. Et je disais, nous les Algériens, quand le Hirak a éclaté, eh ben, on a essayé de ne pas faire les erreurs des Syriens, par exemple, des Libyens. Donc, il y a toujours des exemples autour, et puis il y a toujours des pays qui ont été pionniers dans certains domaines. Je vais vous parler un peu de l'Algérie, parce que je suis africaine, je suis algérienne. Et longtemps, je me suis posé la question, pourquoi l'Algérie avance malgré toutes les difficultés? Bien sûr que nous avons d'autres défis aujourd'hui. Et pourquoi les autres pays n'ont pas avancé? Et j'ai étudié ça de très près, j'ai essayé d'en savoir beaucoup plus, et c'est pour ça que je me suis intéressée au Mali. Je me suis intéressée à l'époque, j'étais jeune, c'était la Haute-Volta. Voilà. Donc, je me suis intéressée à tout ça. Et la conclusion, c'est ma conclusion personnelle. Déjà, l'Algérie a pris des armes. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui parle des armes. Il connaît son combat, cet homme-là. L'Algérie a pris des armes. L'Algérie a pris son indépendance suite à des accords. Mais le reste de l'Afrique, c'était des traités, et dans le mot traité, il y a traître. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. On nous a bernés, je dis nous, parce que même les Algériens, dans leurs accords, ont été bernés, mais ils n'avaient pas le choix. L'Algérie, par rapport à tout le reste de l'Afrique, c'était un colon d'implantation. Et c'est ce qui y avait plus difficile à sortir. Quand la France a quitté l'Algérie le 5 juillet 1962, nous étions au niveau PIB moins 19. Ils nous ont laissé à moins 19. C'était plus qu'un défi.
Et les grandes puissances à l'époque avaient parié 5 ans à l'Algérie et elle allait s'effondrer. C'est tout le contraire qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le peuple algérien, en sa majorité, a compris qu'il avait une dette de sang. Il y avait presque 600 morts par jour pendant 7 ans et demi que nous avons enterrés. Et c'est le fait déjà d'être impliqué dans cette dette de sang, et ben le combat devenait encore plus radical et plus important pour nous pour essayer au moins de garder ces frontières libres. On nous a laissé un pays libre, il fallait qu'il reste libre. On est passé par pas mal d'étapes, bien évidemment, contrairement au reste de l'Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un monsieur qui a compris qu'il y a eu un envahisseur, il y a eu un colon. Ce colon n'est pas arrivé avec des bouquets de roses, il est arrivé avec des armes. S'il faut reprendre les armes, il faut pas que ce soit que l'armée, il faut que ce soit le combat d'un peuple. Et en dehors des armes, il faut reconstruire. L'autre différence que j'ai trouvée entre l'Algérie et le reste de l'Afrique, il y a un mot qui revient souvent en France, le mot harki. Le mot harki, il revient souvent. Et ce mot-là, pourquoi il est aussi important pour l'Algérien que pour le Français? Le Français, le harki, c'était son ami, c'était son allié. Ou pour l'Algérien, c'était un traître. Je vais vous dire une chose. En Algérie, par exemple, là où mes parents habitent, il y a une maison où il y avait un harki. 60 ans après, quand on demande à quelqu'un où tu as acheté tel produit, dans quel magasin, eh ben, il vous répond à côté de la maison du harki. C'est des gens qu'on a marqués au fer rouge. Un traître restera un traître. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il faut savoir à un moment crucial de l'histoire, il faut être radical avec les radicaux, comme avec les soi-disant islamistes, les frères terroristes. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation quand il s'agit de l'avenir d'un peuple qui a combattu, un peuple plus de 3 siècles on a tout fait sur nous. Donc à un certain moment, il faut dire ça suffit. Et puis s'il faut qu'on prenne les armes, eh ben on les prendra. Et c'est le message que cet homme essaye de passer à sa communauté, parce que ça peut dévier, ça peut dériver. Les choses peuvent aller très loin. Mais il faut pas que ça soit le combat de cette armée qui est là pour défendre le Burkina. Il faut que ça soit le combat du peuple, comme l'ont fait les Algériens quand en 1954 au départ ils étaient 6, des 6 ils sont devenus 22, après c'était un groupe des 120 et c'est les 120 qui ont fait éclater la plus grande révolution qu'il y a eu. Au départ le peuple n'était pas chaud, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, c'est normal, au bout de plus de 125 ans de terrorisme français et de ce colon français, un colon d'implantation qui avait tout fait, à commencer par les enfumades, les emmurades dans les grottes, les essais chimiques. La France a tout fait chez nous. Elle a tout fait sur le peuple algérien. À un certain moment, il faut savoir choisir. Soit on reste debout et on vit comme un être humain digne et on s'impose, le respect s'impose, on le demande pas, on ne demande pas à quelqu'un si il veut nous regarder d'égal à égal. Non, on l'oblige. Et c'est ça la mentalité de l'Algérien aujourd'hui. On a réduit l'Afrique, mais on a détruit les cerveaux, on a tout détruit. On nous a fait croire pendant longtemps qu'on n'avait pas d'histoire, qu'on était des moins que rien, que si on réussit pas, c'est pas parce que c'est de notre faute. Eh ben non, ces gens-là, il faut les regarder en face. Il faut leur dire si on n'a pas réussi parce que vous êtes des voleurs et des criminels. C'est les mots qu'il faut employer. Nous sommes dans une véritable guerre. C'est la fin de cette guerre parce qu'elle a éclaté en Ukraine. Nous remarquons qu'ils viennent tous en Afrique chercher quelque chose, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Eh ben, ils viennent chercher une autre place pour continuer à piller. Eh ben, nous, au Burkina, ce monsieur a parlé pour leur dire, ben non, c'est fini, le jeu est fini. Maintenant, la donne a changé.
depuis le 24 février, les choses ont changé, mais c'est à l'Africain d'être debout, de rester debout, de se mettre debout et de regarder les autres en face. Il faut arrêter de dire, bah oui, il y a les colons, il y a les endocolons. Les endocolons, on les marque au fer rouge. Vous savez, je vais terminer avec ça. Quand le Hirak a commencé, j'étais à la place de la République tous les dimanches, j'ai fait toutes les marches, tous les déplacements. Et puis, il y a eu des groupes du George Soros qui ont commencé un petit peu à envoyer de l'argent pour nous mettre le bazar là-bas. Et ben ces gens-là, qu'est-ce qu'on en a fait? On a pris leurs photos, on les a mis aux États-Unis à Times Square. Les photos de tous ceux des traîtres là du 22 février 2019, on a placardé leurs photos à Times Square chez les Américains là-bas, en marquant en dessous les traîtres. Voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut arrêter de rigoler. Parce que franchement, Poutine a donné une arme actuellement à tout le monde pour qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui se passe chez nous. Et ben, on va saisir cette occasion et on va finir une fois pour toutes avec tous ceux qui veulent continuer à piller l'Afrique. Plus de 3 siècles, ça suffit. Intervention, Madame Linda Labaoui, Monsieur Jonathan Batengene. L'urgence se présente-t-elle d'une libération inconditionnelle et totale du Burkina Faso? Tout à fait. L'urgence de cette libération sont d'autant plus que le Burkina Faso fait partie avec le Mali, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire et le Sénégal de ce qu'on a appelé le Grand Empire du Mali, au berceau même de la grande civilisation, d'une grande civilisation en Afrique de l'Ouest. Il y a eu plusieurs empires dans cette localité et c'était l'un des plus grands empires qui a fait la fierté du continent africain. Tout à l'heure, notre grande sœur Linda Labaoui a parlé de l'histoire des Africains. C'est un des pôles de cette histoire. Il faut noter qu'actuellement, au Burkina Faso, on fait face, ou du moins les Burkinabés font face à une menace qui a plusieurs dimensions. Il y a la menace sécuritaire du point de vue purement militaire. Il y a la menace de ce que mon frère Kenny appelle toujours le soft power. Et le soft power, là, vous avez des médias. Les médias, vous avez des médias comme France 24, dont le signal a été brouillé avec RFI. C'est un média mensonge du Quai d'Orsay. Et aujourd'hui, vous avez le représentant de France 24 au Mali, qui est devenu une menace véritable pour ce pays. Là, nous interpellons les autorités maliennes, les autorités burkinabées, pour qu'elles tirent toutes les conséquences de cette situation. On ne peut pas brouiller le signal d'une chaîne mensonge et laisser son représentant continuer de ternir et de pourrir l'atmosphère sécuritaire du pays, parce que ces derniers soutiennent, je vais conclure par là, soutiennent, ou du moins je vais donner un aperçu général de l'argument, soutiennent la haine tribale au Mali. La haine tribale, c'est qu'ils appellent les Peuls. Les Peuls à se retrouver dans une confrontation avec les Dogons. C'est ça leur objectif. Donc c'est monsieur Abdoulaye Bari. Vous vous souvenez bien, c'est un collaborateur de France 24. C'est l'un de ces journalistes de la mort qui mène le travail de la radio Mille Collines, autrefois au Rwanda, au niveau du Mali. Vous avez d'autres journalistes, vous avez d'autres hommes, comme l'ancien président de la CENI. C'est peut-être même son cousin, Newton Bari, lui également, qui est dans ces mêmes dynamiques. Incité à la haine tribale. Vous avez des radios comme Radio Omega en plein Ouagadougou qui incitent à la haine tribale. C'est des médias dont le gouvernement burkinabé devrait s'intéresser. Vous avez des médias comme la télévision LCA. C'est également une télévision qui travaille à la désinformation et à la construction d'une idée de la haine tribale. Quand vous avez dans la sphère du soft power des acteurs comme ceux-là, qu'est-ce que l'État devrait faire? Parce que vous avez parlé, il faut aller vers une totale libération.
La libération ne signifie pas seulement éliminer les terroristes qui sont les acteurs finaux, c'est-à-dire les mercenaires qui ont les armes. Je crois que mon frère Charlie sera d'accord là-dessus. C'est pas seulement le petit combattant de la rue là qu'il faut éliminer. Il faut éliminer ceux qui, et on appelle cela les canaux de radicalisation. Ceux qui préparent la conscience à cette activité de mercenariat. Le brouillage de RFI et de France 24 participait de cette dynamique. Il fallait stopper les mécanismes de la mercenariabilité, c'est-à-dire cette propension, cette capacité d'un individu, cette disposition d'un individu à devenir mercenaire. Il fallait d'abord couper ces canaux-là. Et ces canaux externes ont été coupés. Maintenant, il faut travailler sur les canaux de la mercenariabilité en interne. Et pour ça, on a besoin d'une action judiciaire forte et d'une action courageuse, énergique du gouvernement burkinabé. Ça doit être une action contre des journalistes. Vous avez des journalistes comme Danouma Ismaël Traoré, qui sont des journalistes qui font dans la désinformation au Burkina Faso. Par exemple, vous allez voir qu'ils publient de temps en temps des fake news sur les patriotes burkinabés. Ils les présentent comme étant des criminels, surtout les panafricanistes. Ils les présentent comme des criminels en puissance, ils les présentent comme des individus dangereux, comme des individus qui incitent à la haine, alors que non. C'est des individus qui ont défendu la nation, qui ont défendu le pays quand ce dernier était à genoux, qui se sont levés les premiers, se sont posés comme des remparts contre la trahison du satrape, et pour emprunter au mot d'un autre France-africain, du satrape, du larbin de la France-Afrique, Damiba. C'est eux qui ont bloqué Damiba, ces panafricanistes. Je parle bien sûr de nos frères là-bas, comme notre frère Nestor Podassé, et toute la dynamique panafricaniste qui s'est levée et a fait bloc contre la dictature de M. Damiba et la traîtrise surtout de cet homme. Quand vous avez des journalistes comme ça, qui travaillent au quotidien, en toute liberté, sans inquiétude, j'aimerais vous poser une question, Madame Capen, mais à laquelle je vais répondre parce que je sais que c'est vous qui posez des questions. Alors, si vous êtes en France, et qu'on vous voit en train de tenir un discours qui vise à discréditer les patriotes, vous êtes sûr que vous allez continuer d'émettre? Je ne pense pas. Vous allez continuer d'agir en tant que journaliste? Je ne pense pas. La preuve, des soignants en France ont été, le grand frère patient parfait, on peut confirmer, des soignants ont été enlevés dans leurs fonctions, radiés comme ça, tout court. On ne discute pas avec vous. Vous êtes soignant, mais parce que ces gens ont refusé de se faire vacciner et de vacciner les gens. On vous dit que comme vous ne vous vaccinez pas contre la COVID-19, vous êtes dangereux pour les... Pourtant, tout le monde sait que les vaccins là sont expérimentaux. Hein. On les a radiés de la profession. 3000 personnels. 3000. Vous suivez les chiffres. 3000 personnels. L'Occident nous donne encore un exemple de la liberté d'expression. RT, Sputnik, et d'ailleurs tous les canaux, je ne parle pas d'Afrique Média qui est constamment l'objet, notre page Facebook fait l'objet d'une attaque continuelle et répétitive de la part des hackers occidentaux qui non seulement attaquent le niveau d'écoute, c'est-à-dire l'audience, mais également attaquent les émissions lorsque ces émissions portent sur des sujets hautement sensibles, surtout ceux qui touchent à l'Ukraine. Vous voyez que dans ces pratiques-là, ces gens-là respectent la liberté d'expression. Ils nous ont montré que la liberté d'expression est orientée. Mais pourquoi les autorités burkinabées vont laisser les Danouma Ismaël Traoré, les les deux Barry, celui de la CNI, celui de France 24, laisser les Omega Radio, là, les télévisions LCA, émettre en toute quiétude sur le territoire. Alors que ces gens incitent les populations à se mettre du côté des terroristes. Alors que ces gens font la promotion de la jeune française sur le territoire burkinabé. Comment vous pouvez expliquer ça? Il faut que les autorités burkinabées prennent une décision forte. D'abord, si vous êtes
dans la compromission du pays avec la jeune française, les autorités doivent vous faire un message clair qui vous dit que si vous renoncez à votre nationalité burkinabé, bien continuer ce combat. Et dans ce cas, quand vous renoncez, signez une nationalité étrangère, vous allez vivre là-bas. Vous ne pouvez pas vivre au Burkina et chanter un son de cloche différent. On n'a jamais vu un États-Unien, pendant que son pays est en guerre, il tient un discours favorable aux terroristes. On n'a jamais vu ça. Le deuxième élément, pour ceux qui décident quand même de maintenir leur nationalité burkinabé, les autorités burkinabées, la justice burkinabé, devrait les convoquer pour qu'ils s'expliquent sur le son de cloche dissonant qu'ils produisent dans leur pays. La libération du Burkina passe par la lutte contre l'endocolonat. Parce que l'endocolonat, Madame Kapen, c'est aujourd'hui la grande menace sur le continent africain. Madame Kapen, si nous sommes 1 milliard d'Africains, vous avez peut-être 300 millions d'endocolons. Non, 300 millions c'est trop. 80 millions. Et les 80 millions d'endocolons savent qu'il y a, disons, 100 millions de panafricanistes. Et ils savent que le reste, c'est des personnes qui attendent simplement qu'on leur montre un cap. Parce que ça a toujours été comme ça. Et ils vont tout faire pour influencer les personnes qui sont en attente d'un cap. Donc il faut à tout prix que le combat au niveau du Burkina Faso redescende au niveau même du pays en interne, que les élites, que les forces actuelles panafricanistes qui ont pris le pouvoir prennent conscience que le combat consiste maintenant à ramener les endocolons à leur plus simple expression, c'est-à-dire qu'ils ne doivent plus être pertinents dans le débat public. Il faut leur faire comprendre, comme ça se passe actuellement au Mali. Vous savez qu'au Mali, les autorités ont pris des dispositions pour que tous les endocolons... Moi, je rappelle qu'il y a une chaîne de radio au Mali qui a été fermée simplement parce qu'elle a commencé à diffuser un son de cloche différent. On parle de l'exemple malien. Et c'est en ça que l'exemple malien est également édifiant pour les Burkinabés. Il ne faut pas laisser des médias endogènes venir distordre le discours actuel qui consiste à unifier le peuple autour de l'armée pour lutter contre les terroristes. Il faut empêcher que des gens à l'intérieur du Mali, et c'est ce qui s'est passé au Cameroun, au niveau de quand il fallait lutter contre les terroristes dans l'extrême nord, on a limité l'accès aux médias à des personnes qui tenaient un discours tout à fait discordant avec celui des autorités. On a permis essentiellement que le discours soit tenu par des personnes qui soutenaient l'armée dans leur combat. C'est ainsi que vous arrivez là-bas, vous allez voir des artistes comme celui qui est devenu Gaïta, je crois c'est, comment on l'appelle, le député FSNC de Marois. Il était musicien, c'est comme ça qu'il émerge, parce qu'il a chanté en faveur du combat des forces de l'ordre au niveau de Marois. Et sa musique était dans les langues populaires, la langue commune là-bas en Foufoulde. Non, pas Issa Chiroma, il y a l'autre. C'était en faveur de ce combat-là. Et c'est comme ça qu'on a promu ce genre d'individus. C'est ce qui doit se faire au niveau du Burkina Faso. Il faut donner plus de temps de parole aux patriotes, à tous ceux qui se battent pour que le Burkina soit un, pour que le Burkina gagne ce combat. Il faut empêcher que les endocolons prennent encore la parole là-bas. Parce que ces endocolons vont davantage diviser le peuple burkinabé. Donc, dans la stratégie, il faut que les Burkinabés davantage densifient les efforts au niveau de la communication. Et cette communication doit essentiellement porter par des patriotes panafricanistes comme ceux que nous connaissons. Merci pour votre intervention. Vous le savez si bien, ce sujet d'accueil va se refermer avec M. Gamal Abina. Une synergie d'énergie ou alors une mutualisation des forces était le primordial pour ce combat. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir, merci encore pour l'invitation. Oui, je pense qu'effectivement, avec la nouvelle annoncée hier et avec l'effet tache d'huile dont je parlais il y a un certain temps déjà, on se rend bien compte que effectivement, au Burkina Faso, il commence à y avoir une
une posture beaucoup plus tranchée par rapport à l'indépendance. On se rend compte effectivement qu'hier, il y a eu ce Premier ministre burkinabé qui a été en Russie en catimini, mais tout de même, on se rend bien compte que le modèle malien commence à effectivement inspirer des pays qui se veulent un peu plus indépendants, et que le Burkina n'est pas en reste, puisque c'est un pays qui était quand même celui de Sankara, donc un pays qui était déjà indépendant entre 83 et 87 avant son assassinat. Et on se rend bien compte surtout qu'il y a une mutualisation potentielle des forces. Alors lorsque le Premier ministre dit qu'il faut libérer le territoire, il se trompe pas. Il y a une occupation illégale de forces étrangères qui ont eu tendance à déstabiliser le pays. Il voit qu'au Mali, la réponse de cette collaboration entre les Russes et les Maliens a été probante, puisque le résultat, c'est qu'il n'y a plus aucune attaque terroriste sur le territoire malien. On peut imaginer qu'ils se sont déportés. Et il voit que le seul moyen pour y arriver, effectivement, c'est leur finir de telle sorte que le territoire soit libéré. On parle bien de libération, parce que lorsque vous avez des groupes armés qui viennent détruire, tuer des gens innocents, des villageois et autres, qui sont rançonnés, ces groupes armés sont l'instrument d'acteurs internationaux qui ne sont pas les Maliens, évidemment, ni les Burkinabés. Donc aujourd'hui, le Burkina commence à relever la tête, et tant mieux, se rend compte que finalement, à tout prendre, mieux vaut prendre le modèle malien. Et je pense que d'autres pays de la région vont finir par se poser la question de savoir si c'est pas plus intéressant finalement de parler des acteurs qui sont un peu plus efficaces dans la gestion de ces genres de crises, plutôt que les Français, qui pendant presque 9 ans maintenant, ont conduit à un échec patenté avec des conditions extrêmement calamiteuses pour les populations civiles. Je crois qu'on estime qu'il y a à peu près dans la région 30 000 morts. Donc c'est quand même un véritable désastre en termes humanitaires, en termes humains, et puis surtout ça empêche ces pays d'avoir à la fois la quiétude, la sécurité et la possibilité de se développer. Donc ça, ce sont des acteurs internationaux qui agissent sur le territoire malien, burkinabé, nigérian même, parce qu'on a eu aussi avec Boko Haram ce qui s'est passé, et puis jusqu'au Cameroun, cette tache d'huile de ce qu'on appelle l'international terrorisme était parfaitement répandue, et ces pays doivent, je suppose, penser à une collaboration future interarmée. Ça a été pensé à l'époque pour le G5 Sahel, mais une possibilité effectivement d'interagir pour en finir définitivement avec ces groupes mobiles qui se déplacent d'un territoire à l'autre comme s'ils étaient dans une sorte d'auberge espagnole. Donc oui, cette collaboration interarmée est probablement, peut-être pas encore aujourd'hui, mais en perspective, en vue. Cette collaboration sera salvatrice pour les pays de la région, et même les pays les moins enclins à le faire, et c'est ceux qui doivent être inquiets, à savoir, par exemple, simplement la Côte d'Ivoire, eh bien, finiront peut-être par se poser la question de savoir si cet alignement total sur la France est très très profitable aux dirigeants, sachant qu'ils ont effectivement une position très pro-française, mais demain, les peuples réagissent et pourraient éventuellement donner leur voix par rapport à ces questions. Donc oui, une collaboration régionale est nécessaire parce que le problème de ces groupes armés, c'est qu'ils se déplacent. En même temps, la possibilité de sécuriser la région et d'améliorer les conditions de vie générales des gens pour qu'ils ne tombent pas dans les travers de ces groupes islamistes qui leur vendent le rêve et le paradis, alors que sur Terre, ce serait l'enfer. Et pour finir, surtout parce que l'intérêt de certaines puissances étrangères, c'est de déstabiliser la région de façon permanente, comme on le voit en Somalie, de fragmenter le territoire tout en profitant des richesses. Donc ce sont des choses qui sont pas anodines, c'est un tournant historique auquel on est actuellement en train d'assister depuis 1 an. Le Mali a montré avec des moyens très faibles au démarrage aujourd'hui qu'ils sont capables, avec des moyens beaucoup plus importants, de sécuriser leur population, car c'est la priorité absolue. Ils l'ont fait en moins de 6 mois, comme je l'avais imaginé à l'époque, ce qui s'est passé en Centrafrique d'ailleurs au demeurant. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, certains ne sont pas très satisfaits de cela, parce que ça démontre à la fois que l'action française, Berkane et Takuba et toutes ces organisations qui étaient soi-disant supranationales étaient des actions à demi-mesure, en demi-teinte, et que la méthode malienne, qui est certes beaucoup plus radicale, est une méthode qui porte ses fruits rapidement. Le Burkina a pris fait et cause dans cette idée-là pour le Mali. On se rend compte que c'est aussi une révolution, pareil, emportée par des militaires, de jeunes militaires. Important de rappeler qu'ils sont jeunes. Ça rappelle un peu Sankara, là encore. Et que cette révolution, puisqu'il a évoqué le terme de révolution, le président de la transition, et que M. Traoré considère que cette révolution est en marche et qu'il faut absolument qu'elle aboutisse. Donc oui, effectivement, il y aura certainement, je le pense, je vais pas non plus, je lis pas dans le mar du café, mais il y aura probablement une discussion en catimini ou peut-être ouverte d'une action interarmée, donc une action concertée de plusieurs armées de la région, certainement des collaborations en termes d'échanges et de collaborations militaires et simplement de collaboration en termes d'entraînement sur le théâtre d'opération commun, donc ce qu'on appelle des collaborations militaires croisées, et puis la possibilité d'échanger de l'information, parce que l'information dans les guerres, c'est très important. Il faut savoir qui fait quoi, où il le fait, dans quelle mesure on peut agir. Toutes ces questions-là sont évoquées et vont être évoquées parce qu'on se rend compte des résultats, effectivement, observés au Mali, qui sont sans commune mesure avec les 9 années de présence française. Donc, oui, je réponds pour répondre à votre question. Évidemment, c'est sûrement réfléchi.
évidemment, ces militaires ont à cœur le bien de leur population, et évidemment, la force de l'unification est plus importante que la faiblesse de l'unité. Donc, effectivement, je pense que ça va être pensé. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, la priorité absolue, c'est de sécuriser l'intérieur des frontières pour sécuriser les frontières extérieures. Et pour commencer, sécuriser les territoires qui ont été acquis et conquis par la sphère du terrorisme, parce que c'est réducteur de parler de terrorisme, il y a aussi d'autres organisations qui ont d'autres idéologies derrière.